Bienvenue à tous pour ce 6e First, le Before des Rendez-vous du futur, en direct et en replay sur les réseaux. Cette émission est rendue possible grâce aux efforts conjugués du Cube, de JD Carré, de Triple C et de Un air de chat. Le First, comme chaque mois, a vocation à rencontrer des makers, des personnes qui font, qui trouvent et mettent en œuvre des innovations, qu'elles soient numériques, sociales, éducatives ou citoyennes. Alors cette émission est co-animée avec Rémi Hoche. Bonsoir Rémi. Et nous accueillons ensemble sur le plateau notre invité Bastien Sanac, cofondateur de l'application web Meludia. Bonsoir Bastien. Bonsoir. Alors cette émission sera ponctuée de différents moments, notamment une chronique de Laura Beaubois qui nous présentera une action positive et singulière d'un Brésilien boulimique de vinyle. Ensuite, nous aurons une petite chronique interview de Rémi Hoche sur un projet en cours de développement qui s'appelle Long Coil of War, et nous aurons la chance d'avoir son représentant Isidore Bettel. Et enfin, un temps d'échange avec nos coups de cœur personnels. Alors, la règle du jeu est simple pour les spectateurs. Écoutez, réagissez et posez vos questions sur Twitter avec le hashtag #LeFirst. Je vous souhaite une très bonne soirée. Alors, on va en venir en fait avec l'invité principal de cette émission, Bastien Sanac. Comme introduction, moi j'aimerais en fait qu'on revienne un petit peu en arrière, que vous remémoriez vos cours de solfège, alors parfois dans les écoles de musique, mais aussi dans vos propres écoles en primaire. Notamment, parfois on a eu l'occasion en fait d'apprendre la musique, de manier en fait la flûte à bec. Et maintenant, on va faire un petit tour avec l'enseignement de la musique peut-être de demain. Avec Bastien qui a cofondé une start-up et a développé une application spécifique pour éduquer musicalement notre oreille. Alors Rémi, je te laisse peut-être la main pour la première question. Oui, bonsoir Bastien. Alors une étude montre que 90% de la population souhaiterait jouer de la musique. Et pourtant, 85% des élèves arrêtent la musique avant leurs 15 ans, ce qui est source de frustration à la fois pour eux, mais aussi pour leurs parents bien souvent. Alors face à ce constat, l'ambition de Meludia est forte, puisque vous souhaitez rendre l'apprentissage de la musique accessible au plus grand nombre. Et vous avez même déclaré, je l'ai lu, que vous pensez que donc, toute la pratique musicale peut être révolutionnée d'ici 2 ans avec Meludia. Alors dites-nous, qu'est-ce que c'est que ce projet révolutionnaire que vous nous préparez avec Meludia ? Bah écoutez, bonsoir Rémi. Le projet de Meludia, c'est le projet de remettre les sensations et les émotions à l'intérieur de l'apprentissage de la musique. Donc c'est de faire en fait le parcours inverse de ce qui se fait habituellement. Quand on commence à apprendre la musique, en général, on commence par des choses qui sont assez compliquées, qui sont très théoriques. Et le musicien qui commence est un peu comme une coquille vide, pour lesquelles les concepts, les théories font assez peu de sens. Et quand on commence la musique, c'est un petit peu comme s'il y avait 2 types de musique. La musique qu'on entend tous les jours et qu'on aime bien, et la musique qu'on doit apprendre qui nous ennuie. L'idée de Meludia, c'est de dire qu'il n'y a qu'un seul type de musique et qu'elle doit être amusante dès le début. Alors, je crois que Bastien, vous avez été musicien, enfin vous avez appris en fait la musique jusqu'à 10 ans et vous avez arrêté. Alors, est-ce que ce projet, la Meludia, c'est pas une façon de prendre votre revanche ? Alors, un petit peu dans le sens où moi j'ai repris la musique à 16 ans et j'ai jamais arrêté depuis, mais une revanche pas tant que ça. Au final, ce qui s'est passé dans ma vie, c'est une rencontre. Il y a 5 ans, j'ai rencontré le cofondateur de Meludia qui est avec moi, qui est le vice-président de la société aujourd'hui, qui s'appelle Vincent Chintrier et qui a changé en 2 mois toute ma perception de la musique. Donc au final, je dirais que ce projet, c'est plus un épanouissement, le résultat de cet épanouissement. Très bien. Et est-ce que vous pouvez revenir peut-être un petit peu sur l'idée du projet ? Comment c'est parti de quoi ? Comment ça a éclos ? Ben alors tout à fait, on a commencé, j'ai pris des cours de musique en fait jusqu'à 10 ans comme vous disiez, et j'ai repris à 20 ans tout seul. Je composais mes propres chansons à l'époque et j'avais envie d'aller un petit peu plus loin en termes de composition, en termes de ce qu'on appelle l'imagination musicale. On a tous la capacité à penser la musique. Si je vous demande de penser à une chanson, la Marseillaise, tout le monde connaît par exemple, on a tous cette capacité à la chanter intérieurement. Et je voulais aller plus loin en termes d'imagination pour pouvoir composer mieux. Et quand je suis tombé sur Vincent Chintrier, en 2 mois, il m'a fait travailler sur les fondamentaux. Un petit peu comme si je vous disais, on va travailler sur les syllabes pour apprendre à parler.
Et à partir du moment où j'ai commencé à maîtriser les syllabes, les mots, etc., j'ai pu commencer à formuler des phrases, en fait, des phrases musicales, beaucoup plus intéressantes d'un point de vue émotionnel, en fait. Et à partir de ce moment-là, je lui ai dit, attends Vincent, t'as de l'or dans les mains, clairement ta méthode marche et c'est incroyable, et je sais comment on va faire pour pouvoir la transformer en un parcours, comme un jeu sur Internet avec plein d'exercices qui vont nous permettre d'évoluer en termes d'oreille. Alors justement, peut-être le mieux pour comprendre cette méthode et Melodia, c'est peut-être de faire une petite démo, voir comment ça fonctionne, pour qu'on comprenne et qu'on se rende compte. Écoutez, tout à fait. Donc, pour faire une petite démo, je vais vous montrer déjà... en gros, je vais vous expliquer. Melodia, c'est composé de 800 exercices. On va peut-être pas tous les voir. Non, on va pas je vais pas vous faire Okay. ça quand même. Même si je veux faire un petit cours de musique, on va pas aller là-dedans. Ce qui est très important quand on commence la musique, c'est de pouvoir prendre confiance dans ce processus. Voilà, comment je vais pouvoir apprendre, comment je vais pouvoir devenir un musicien. Ce qu'on fait nous chez Melodia, c'est qu'on commence avec des exercices qui sont très simples, que même des non-musiciens peuvent réussir au final. Et donc, du coup, on commence avec un exercice comme celui-ci qui est ascendant-descendant. Donc, voici un exemple. Ascendant, ça monte dans les aigus. Et là, un son qui est descendant. Donc on a toute une phase d'immersion qui permet d'écouter. Voilà, ça descend. Ça monte. Et quand on se sent prêt, une fois qu'on se sent prêt, une fois qu'on a pris confiance là-dedans, donc c'est des notions assez simples que tout le monde peut faire, on appuie sur jouer. Et là, il faut aller le plus vite possible. Donc ça, descendant. La prochaine est pour descendant. vous. Descendant. Descendant. Rémi. Ascendant. Voilà. Il est fort. Non, moi je me suis entraîné longtemps parce que j'ai pas l'oreille musicale du tout et ça fonctionne très très bien justement. Ascendant. Bien. Allez, on finit le premier exercice. Descendant. Ouais. Et le dernier. Ascendant. Même sous la pression, même avec la caméra, vous arrivez à réussir. Bravo. Et donc, je vais vous montrer un exercice maintenant qui est beaucoup plus compliqué. On est 400 exercices plus loin. Et là, on est pour un exercice pour des musiciens, carrément. Et pour que vous compreniez bien de quoi il s'agit, eh bien, en fait, c'est un exercice qui va permettre de jouer à l'oreille. D'accord ? Donc, on a plusieurs notes, comme sur un piano, par exemple. Et le jeu va jouer naturellement des petites mélodies, il va falloir les reproduire. Donc, c'est beaucoup plus compliqué. La plupart des non-musiciens ne pourront pas faire ça. Et donc là, je vais jouer naturellement. Voilà. Et puis après, ça continue. Bon, on va pas continuer comme ça. Mais juste pour vous expliquer, voilà, si vous regardez un petit peu l'écran, il n'y a pas de partition, il n'y a pas de notion théorique, il y a juste cette faculté sensorielle à pouvoir reproduire, se représenter en fait, et reproduire un son. Et en l'occurrence, une séquence de sons. On fait pareil avec les rythmes, on fait pareil avec ce qu'on appelle l'harmonie, c'est quand on joue plusieurs sons en même temps, par exemple, et on va très loin jusqu'à des niveaux de professionnels, en fait, des niveaux de musiciens professionnels. Donc on a réussi le niveau 1, c'est ça? Donc il nous en reste 799. Alors là, je vous ai montré le niveau 1 au début, ascendant-descendant, et je vous ai montré un niveau 400 environ. Moi, je me suis arrêté au niveau 1. Non, je suis sûr que c'est pas continuer vrai, après. en plus. Quel est l'accueil en fait de cet outil en fait Melodia auprès de non-musiciens? Comment ça se passe quand vous le présentez? Je sais pas, peut-être à des enfants ou à des personnes plus mûres. Alors si vous voyez les enfants, vous serez un peu dégoûtés parce qu'ils vont beaucoup plus vite que nous tous. C'est-à-dire qu'ils ont cette capacité à débrancher un peu le cerveau et puis juste à jouer, à ne pas se poser de questions. Pour les adultes, parfois c'est plus difficile. Et ce que j'ai pu remarquer, notamment parce qu'on a été en fait à la foire de Paris l'année dernière pour le concours Lépine, auquel on a remporté en fait le Grand Prix et la médaille d'or. Et on a pu remarquer qu'en fait certaines personnes qui avaient eu des longs parcours de solfège, etc., étaient celles qui avaient le plus de difficultés. Parce que y a tout un apprentissage qui se fait au niveau avec des notions théoriques et pas un apprentissage sensoriel. Donc c'est elles qui doivent, entre guillemets, débrancher le cerveau et qui ont le plus de difficultés. Pour le reste, l'accueil est très positif, en France comme à l'étranger. Mais alors du coup, à terme, est-ce que vous pensez que cette méthode peut remplacer le solfège? On peut devenir musicien avec cette méthode sans passer par le solfège? J'aimerais que vous ne répondiez pas tout de suite, Bastien. On va garder cette question. Merci. On va faire une petite pause. On va pas aller très loin. On va passer en fait sur une chronique créative positive de Laura Beaubois qui va nous parler musique, elle aussi, à sa façon. Donc, chronique positive de Laura Beaubois.
Bonsoir à tous, bonsoir Charlie. Ce soir, une formidable histoire de ce Brésilien, Cero Freitas, qui s'est mis à sauver la musique depuis sa plus tendre enfance. Lorsqu'il était adolescent, Cero Freitas possédait 3000 disques. Passé la trentaine, il en possédait 30 000. Passé la soixantaine, il en posséderait 5 millions. 5 millions de disques répertoriés, analysés, trouvés, classés, pour, à terme, les partager au plus grand nombre sur la planète. Alors, pour s'aider dans cette prospection, dans cette recherche, puis dans ce classement, il s'aide de 12 personnes qui vont exhumer les albums, les photographier, les analyser également, renseigner la piste sonore, le nom de l'artiste, le genre. Aujourd'hui, 500 copies par jour sont classées dans une bibliothèque virtuelle. Alors, Cero Freitas est véritablement un sauveur de la musique, une obsession l'a atteint dès son plus jeune âge. Aujourd'hui, il prospecte toujours, bien qu'il en possède actuellement 5 millions, mais il ne s'arrête pas là. Son but, sauver la musique existante sur la planète. Savez-vous que 80% de la musique qui existe aujourd'hui n'est listée absolument nulle part? C'est absolument faramineux. Cero Freitas, c'est son obsession, c'est son envie, c'est son but, son objectif de vie. Alors, Cero Freitas va-t-il pouvoir profiter de ses trouvailles, de ses acquisitions qu'il possède jusqu'à maintenant? Personnellement, ce n'est absolument pas son but, puisque dans un avenir très proche, il espère pouvoir partager toutes ses trouvailles à travers une bibliothèque virtuelle, de sorte à ce que tout le monde sur la planète puisse profiter de toute cette musique oubliée, ou en tout cas laissée de côté, pour rendre compte à ce merveilleux art que l'on connaît tous. Une véritable action positive, collective, de partage, qui mérite bien d'être soulignée ce soir. À bientôt. Merci beaucoup Laura pour cette chronique. Elle me touche, étant moi-même passionné de vinyle, mais je dois être qu'à 400 ou 500. Donc il me reste plus que, je crois, 5 ou 7 millions. Je te redonne du coup la parole, en fait, Rémi. Est-ce que tu peux nous reposer cette question sur le solfège, c'est ça? Oui, juste, est-ce qu'avec la méthode Melodia, on va pouvoir apprendre la musique sans solfège et avoir des musiciens à niveau professionnel, peut-être avec cette méthode-là? Alors, deux choses à dire à ce niveau-là. Déjà, Melodia est complémentaire à toute la pratique musicale, tout l'enseignement de la musique, quel que soit le style de musique, quel que soit le niveau, etc. Quand on parle du solfège, en revanche, on parle de la partition en général. La partition, apprendre à lire une partition, c'est quelque chose qui est nécessaire au bout d'un moment pour un musicien. C'est ce qui permet d'accéder à 300 ans d'histoire de musique, ce qui n'est pas peu. C'est pas les 5 millions de vinyles, mais presque. À partir de là, c'est nécessaire. Donc, on travaille actuellement à la définition de petits jeux, de petits exercices qui vont permettre aussi d'apprendre à lire petit à petit. Voilà, pour aider, encore une fois, les étudiants, mais aussi les profs qui souffrent de cette situation, parce que c'est pas facile d'enseigner l'oreille à des élèves, en fait. Chaque élève est différent, chaque élève a plusieurs dimensions, on va dire, dans son oreille à maîtriser, etc. Et donc oui, on intervient, en fait, quand on disait révolution tout à l'heure, sur un aspect qui est un peu négligé, qui est difficile à traiter dans l'éducation musicale et qui va très certainement débloquer des vocations. Donc quelque part, c'est revenir en fait à l'émotionnel. En fait, c'est appréhender un art comme la musique, mais par l'essence. Tout à fait, parce qu'en fait, quand on parle de musique, on apprend à écouter. En fait, quand on apprend la musique, on se rend compte en fait aussi que tous les musiciens qui ont été des génies avaient une oreille extraordinaire. Et c'est pas très étonnant. Okay, si je fais un parallèle avec le langage, par exemple, est-ce que vous avez appris le français en apprenant à écrire? Je ne crois pas me souvenir. Non. Ou à lire, voilà. Eh ben, c'est un peu ce qui se passe en musique aujourd'hui, en fait. On a appris notre langage par en fait, un bain sensoriel. Avec les parents, avec les amis, avec les parents des amis, si vous voulez. Et en fait, tous ces mots qui venaient tous les jours, etc., ben, notre cerveau a réussi à les assimiler, à les traiter. Au début, à reconnaître des formes, comme les syllabes, j'en parlais tout à l'heure, ou les groupes de mots, etc. Et puis ensuite, des phrases. Et puis on peut construire des phrases, et ça paraît naturel, et ça paraît agréable. En musique, c'est un petit peu l'inverse qui se passe. Il y a des gens qui sont nés dans des familles de musiciens, et qui s'en sortent très bien en musique, qui de suite ont une super oreille, et qui entendent tout.
c'est pas le cas de tout le monde. Et donc pour les gens qui n'ont pas eu cette chance-là, Meludia vient cibler avec des exercices très précis, avec des stimuli très précis, les zones en fait au niveau du cerveau qui vont permettre de développer une conscience musicale. Alors, moi, je comprends très bien tout ça, mais alors, je me pose la question, là, les écoles de musique, les conservatoires, là, comment ils réagissent quand ils découvrent cet outil-là? Vous n'êtes pas en train de casser un petit peu toute leur pédagogie, là? Alors, c'est justement très intéressant. L'accueil est essentiellement positif. On est notamment dans les écoles de jazz en France, avec la FNEJMA, qui est un de nos partenaires. Mais le jazz, c'est moins écrit. Dans le classique, comment ça se passe? Alors, dans le classique, je vais séparer la France et les États-Unis, si vous voulez bien. Sachant que vous avez un gros développement à l'international, justement. Tout à fait. Et je reviens des États-Unis actuellement. On a une traction qui est extraordinaire aux États-Unis, avec un accueil qui est très bon au niveau à la fois de l'outil. Il ne faut pas oublier c'est un outil qui est numérique. Donc, pour certains profs qui ont un certain âge, par exemple, ça va être plus difficile de s'y mettre, etc. Donc, l'accueil peut être un peu plus mitigé. Mais par rapport à la méthode, l'accueil est extraordinaire. Voilà. Pour répondre à votre question sur le classique, on est actuellement en test dans des conservatoires de Paris, oui. Et l'accueil est très différent d'un conservatoire à un autre, mais les tests se passent très bien et les enfants font la différence. C'est-à-dire que quelque part, même si parfois les profs peuvent être un peu mitigés, les enfants travaillent, progressent, aiment ça. Et ça change quelque chose. D'accord, ça me fait penser un petit peu quand en matière de pédagogie, on commence à intégrer dans les écoles les tablettes, les tableaux numériques, et on voit en fait que ça peut être un outil pour capter l'attention des élèves. D'accord. Alors, j'ai une autre question. Du coup, là, vous êtes en train de développer ce projet. Quelles sont les étapes suivantes? Je ne sais pas. Est-ce que vous avez d'autres projets? L'idée, c'est quoi? C'est de pouvoir distribuer cette application aux tout venants? Vous voulez cibler les choses? Vous avez parlé de marché outre-Atlantique. Oui, alors bien sûr entendu, on a plein de projets. Le premier projet, ça va être de faire comme un TOEFL. Vous connaissez le TOEFL ou le GMAT? Donc, qui sont des tests standardisés, mais pour la musique. C'est reprendre des exercices Meludia et dire, voilà, t'arrives à tel niveau, etc. Aujourd'hui, il faut comprendre que les écoles de musique, quand elles font entrer des nouveaux étudiants, il faut qu'elles les testent, il faut qu'elles les aient là. Tu vas jouer du piano, tu vas jouer telle piste, etc. Bon. C'est plus compliqué. Là, on va pouvoir, en fait, on a une très très belle perspective au niveau du marché, avec une grande demande des écoles de musique partout dans le monde, et on est les seuls au monde à pouvoir sortir un système comme celui-ci. Il y a un deuxième projet au niveau, en effet, du grand public. On pourrait imaginer, en fait, on a tous ces Candy Crush, où on joue dans les transports, etc., à des choses qui sont complètement débiles, qui attirent notre attention, mais qui, au final, ne servent à rien. Eh bien là, on pourrait avoir une nouvelle pratique de la musique, parce que je le répète, c'est une vraie pratique de la musique. Quand je joue à l'oreille des mélodies, j'exerce ma musique sous le même format que ces petits jeux, sans la débilité. Ok, donc alors on attend avec impatience le test. Je pense que Rémi et moi, on est à peu près sûr d'avoir moins peut-être à un niveau 1 sur 800, c'est ça, hein? Vous verrez, je suis sûr qu'avec un peu de travail, ça progressera très très vite. On va tâcher en fait d'éduquer notre oreille et la développer. Merci beaucoup Bastien, vous restez avec nous pour la fin de l'émission sur les coups de cœur. Alors maintenant nous allons passer à une autre chronique, la chronique Focus Projet, animée par Rémi Hoche, qui a la chance ce soir en fait d'avoir le représentant du projet en question. Alors de quoi s'agit-il, Rémi ? Alors on va parler de l'Oncol à Foire, un projet donc de Isidore Bettel, et donc ce projet est un projet interactif autour des traumatismes de soldats démobilisés. Ça se présente sous la forme d'une installation vidéo dans laquelle les utilisateurs pourront définir eux-mêmes leur propre parcours narratif face à des récits poignants. Alors Isidore, vous êtes à la fois réalisateur, producteur, vous vivez entre Paris et Mexico, et en 2014 vous avez produit le documentaire Of Men of War, je vais y arriver, réalisé par Laurent Bécu-Renard, qui a suivi pendant 5 ans 12 soldats revenus d'Afghanistan. Et c'est à partir de ce film que vous avez conçu votre propre projet, puisque vous avez à peu près 5000 heures de rush, et donc vous avez proposé ce projet à partir de ça. Est-ce que vous pouvez nous en parler et nous dire pourquoi vous avez décidé de travailler sur un projet interactif par rapport à un sujet aussi dur que celui des traumatismes de guerre ? Donc en fait, le projet est parti d'un constat.
on a remarqué qu'en France, qu'aux États-Unis, on a très peu d'occasions de penser à notre propre psychisme. Et en fait, il s'agit d'un besoin presque primordial. Tout le monde a besoin de savoir comment marche son esprit, son psychisme. Et au cours des 2 ans de montage du film Of Men and War, des Hommes de la guerre, j'ai remarqué à quel point je m'y identifiais. Même si je ne suis pas soldat, je ne suis pas démobilisé, je voyais les récits que racontaient ces soldats traumatisés et je me voyais réfléchi par leur questionnement, leur lutte. Parce que tout le monde, dans sa vie, subit une perte, expérimente de la honte, et est en colère. Ce sont des émotions et des états d'esprit universels. Et du coup, même si ce projet parle de traumatisme de guerre, ça parle vraiment, dans son fond, de notre psychisme en tant qu'être humain. D'accord. Et du coup, le fait d'avoir impliqué le spectateur, puisqu'il va pouvoir lui-même créer son propre récit en choisissant des boucles, c'est ça que vous avez vous-même sélectionné, ça l'implique d'autant plus dans ces récits de guerre et dans justement cette psychisme dont vous parlez? C'est à la fois une manière de responsabiliser le visiteur au musée ou à la bibliothèque ou à l'espace culturel. Mais il y a quelque chose de... C'est pour que le visiteur se l'approprie, pour qu'il puisse écrire un cheminement intime à travers le processus thérapeutique qui parlerait de lui-même. Parce que justement, comment fonctionne le dispositif concrètement? En fait, il s'agit d'une tablette avec une plateforme numérique dessus. Chaque visiteur du musée ou de la galerie sera muni de cette tablette avec laquelle il pourrait faire des recherches par mots-clés ou par filtre de protagonistes, chronologie, lieu, etc. Parce qu'il y a des rushs qui ont été tournés dans un centre exceptionnel de thérapie en Californie. Et il y a aussi des scènes qui se passent à la maison, chez les familles des anciens combattants, au travail, dans la vie publique. Et avec le dispositif numérique, le visiteur pourra faire des recherches pour un mot-clé comme la honte, suicide, perte d'un ami. Et à partir des résultats de cette recherche, il pourra construire ou monter son propre récit, sa propre playlist. Et alors, est-ce que vous avez déjà expérimenté ce dispositif? Vous en êtes où dans le projet? J'ai la chance de travailler avec 2 designers, Kate Benson, une américaine, et Anne Tai, une française, sur la conception de la plateforme de l'architecture numérique. On est toujours au stade où moi je fais du montage, entre 200 et 300 vidéos d'1 minute à 2 minutes chacune. Et en même temps, de manière concomitante, nous travaillons la scénographie de l'espace ainsi que l'architecture numérique de cette plateforme. Et quels seraient les lieux les plus appropriés? Parce que vous me parliez d'une bibliothèque, par exemple. En fait, aux États-Unis, on vise un réseau de bibliothèques parce que le musée, un peu moins qu'en France, est un lieu privilégié. Et surtout dans des endroits ruraux aux États-Unis, l'endroit de rassemblement où des locaux vont accéder à l'Internet, ou vont chercher de la culture, c'est la bibliothèque. Dans les grandes villes ainsi que dans des petits villages. Et c'est pour cela qu'on vise un réseau de bibliothèques. Merci beaucoup Isidore Bettel, merci Rémi Hoche en fait, pour ce témoignage d'appropriation en fait, des outils en fait, pour mieux rentrer en contact, là en l'occurrence avec une œuvre dans des espaces culturels. On va passer maintenant à notre dernière chronique, c'est la chronique des coups de cœur. Alors, chronique des coups de cœur, on a l'habitude dans cette émission en fait, de faire un dernier petit tour de table et de vous demander quel est votre coup de cœur, que ce soit artistique, expo, film ou autre, quelque chose qui vous a marqué ces derniers jours. Alors, on va faire dans le sens de la table. Bastien, est-ce que vous avez un coup de cœur à partager avec nous? Oui, tout à fait. J'ai vu le film Whiplash il y a quelques jours,
que j'ai trouvé extraordinaire, dans le sens de la musique, bien entendu, qui est dans mon domaine de l'émotion, et dans le sens de la rigueur musicale. Voilà, j'ai trouvé ça extraordinaire. C'est sur quel thème ce film? En effet, Pour ceux qui ne connaîtraient pas. C'est un batteur qui, je m'étais pas préparé à expliquer le film. C'est un batteur qui en fait bénéficie d'un professeur très difficile, mais qui cherche justement le génie, qui cherche la flamme, et puis à la fin, je vous laisse deviner, il va le trouver. Hein. Très bien, merci Bastien. Spolier le film. Isidore, est-ce que vous avez un coup de cœur à partager avec les internautes et les spectateurs? Je suis bien intrigué par Melodia, mais je vais offrir une autre réponse. Et d'ailleurs, j'ai fait mes études avec Damien, le réalisateur de Whiplash. Mais je ne vais pas citer Whiplash comme mon coup de cœur. J'ai vu un film mexicain qui s'appelle 600 millas, 600 000, qui a eu le prix de meilleur premier film à Berlin il y a quelques semaines. Et j'ai eu la chance de la voir à Guadalajara. Et c'est un film qui parle de trafic d'armes sur la frontière entre les États-Unis et le Mexique, mais ça parle surtout, pour moi, du lien entre un père et un fils, même s'il n'y en a pas dans le film. Très bien, merci Isidore. Rémi? Moi, je reste aussi dans le cinéma, mais en documentaire avec Citizenfour. Ça m'a vraiment retourné. Enfin, c'est donc un documentaire qui a gagné l'Oscar du meilleur documentaire cette année, réalisé par Laura Poitras. Et en fait, c'est génial parce que pour ceux qui ne connaissent pas, ça suit vraiment au plus près l'histoire d'Edward Snowden, donc qui a révélé les écoutes à grande échelle planétaire de la NSA. Et ça se regarde vraiment comme un thriller de la première à la dernière minute. Dès l'instant où justement la réalisatrice reçoit le premier email de Snowden qui est signé Citizenfour, donc le nom de code de Snowden, jusqu'à son départ pour Moscou. Et on le suit au moment où il va faire l'annonce aux journaux de ces écoutes. Voilà. Et ça pose vraiment un débat de fond, de société. Est-ce qu'il est lanceur d'alerte? Est-ce qu'il est considéré comme un traître par les États-Unis? Chacun pourra se faire son opinion. En tout cas, ça pose les vraies questions sur cette société hyper surveillée, pour le bien, pour le moins bien, avec notre consentement ou pas. On va parler de la big data là, juste dans le rendez-vous du futur. Et donc c'est passionnant. Et ça fait écho à un autre documentaire qui s'appelle Un œil sur vous, citoyens sous surveillance, qui est passé la semaine dernière sur Arte, que je recommande aussi. Vous pouvez peut-être voir en replay. Merci Rémi. Et moi aussi, je vais partager un coup de cœur avec vous. Ce sera peut-être en musique, en fond sonore derrière moi. C'est un album vinyle, puisqu'on en a parlé tout à l'heure. C'est Lon Miller et The Heliocentrics. C'est un multi-instrumentiste qui fait du jazz très pointu et qui s'inspire de musique de Bali, de Perse, et qui est très, très, très fort, à la fois très technique, et aussi, je pense, si j'ai bien entendu, mais bon, j'en ferai peut-être un petit stage de Melodia pour savoir si j'ai perçu tout ce qu'il fallait. Merci beaucoup à tous. Cette émission touche à sa fin. Merci à vous, Bastien Sanac, d'être venu parmi nous. Merci Isidore Bettel. Merci de nous avoir parlé en fait de toutes ces initiatives. Merci à mon co-animateur Rémi Hoche et notre chroniqueuse à distance Laura Beaubois. Je tiens une nouvelle fois à remercier tous les producteurs de cette émission, le Cube d'Issy les Moulineaux, JD Carré, Triple C et un air de chat. Retrouvez cette émission sur les réseaux en vidéo et en podcast sur les rendez-vous-du-futur.com et sur le site cube.com. Suivez notre actualité sur Twitter avec le hashtag LeFirst, tout attaché, et puis dans quelques instants aussi avec le hashtag RDVF des Rendez-vous du Futur. Alors le mois prochain, mardi 28 avril, vous rencontrerez avec nous Armel Lecause pour parler économie et démocratie collaborative. Dans 5 minutes ici, au même endroit, commencera votre Rendez-vous du Futur avec Gilles Babinet pour parler Big Data et empreinte pour l'humanité et sans doute encore d'autres sujets. Merci à vous tous, très bonne soirée.